Deadliest Catch est bien plus qu'une émission de télé-réalité. C'est un regard cru et sans filtre sur l'une des professions les plus dangereuses au monde. Depuis ses débuts, la série a conquis le cœur de millions de téléspectateurs, s'attirant les louanges pour son authenticité brute et son respect des hommes qui risquent leur vie sur les eaux glacées de la mer de Bering. Pendant près de 20 ans, les fans ont encouragé les capitaines à admirer leur courage et respecter la beauté brutale de leur travail. Mais peu d'entre eux ont réalisé qu'en coulisses, une tempête se préparait. Une tempête qui a failli faire couler l'émission elle-même. Au centre de cette tempête se trouvait nul autre qu'Edgar Hansen. Qu'a-t-il dit ou fait exactement qui a failli faire sombrer Deadliest Catch. Plongeons dans l'histoire. Lorsque Deadliest Catch a été diffusé pour la première fois sur Discovery Channel, le 12 avril 2005, elle s'est instantanément démarquée de toutes les autres séries de télé-réalité. L'émission ne s'appuyait pas sur des gadgets tape à l'œil ou des scénarios dramatiques, mais montrait simplement la vie telle qu'elle était dure, froide et impitoyable. La série suit de vrais pêcheurs de crabes qui travaillent dans les eaux périlleuses de l'Alaska pendant les saisons du crabe royal et du crabe des neiges. Leur base d'opération est Dutch Harbor, dans les îles Aléoutiennes, un port connu autant pour sa beauté sauvage que pour ses mers meurtrières. Le titre, Deadliest Catch, n'est pas une exagération, c'est un avertissement. La pêche au crabe en Alaska est statistiquement l'un des métiers les plus dangereux au monde, dès le début. Deadliest Catch n'a pas hésité à montrer à quel point ce métier peut être brutal. Des vagues énormes s'abattent sur des ponts recouverts de glace, tandis que des casiers à crabes, pesant des centaines de kilos, se balancent dans les airs comme des boulets de démolition. Les pêcheurs doivent se déplacer rapidement, hissés, empilés, appâtés, tandis que des vents violents s'abattent sur le navire. Un faux pas, une mauvaise prise, et un homme peut disparaître dans la mer glacée en quelques secondes. Même les équipes de tournage sont confrontées à des conditions qui mettent leur vie en danger, documentant chaque tempête, chaque accident évité de justesse et chaque déchirement. C'est la crudité de ces moments, l'honnêteté de chaque risque et de chaque récompense qui a accroché les téléspectateurs et fait de l'émission un phénomène. Chaque épisode rassemble les histoires de plusieurs bateaux donnant aux téléspectateurs un aperçu des rivalités, des amitiés et des sacrifices qui caractérisent la flotte, bien que l'accent soit mis sur la capture elle-même. Deadliest Catch met également en lumière les parcours personnels, les débutants connus sous le nom de Greenhorns, qui luttent pour faire leurs preuves, les capitaines chevronnés qui luttent contre la fatigue, les blessures et parfois leur propre tempérament, et les liens étroits qui se forment entre les équipages qui dépendent les uns des autres pour survivre. Parmi les capitaines les plus mémorables figurent Sig Hansen du FV Northwestern et les frères Jonathan et Andy Hillstrand du FV Time Bandit. Leur rivalité amicale mais féroce est devenue la pierre angulaire de la série, tandis que leurs liens familiaux profonds entre Sig, ses frères Norm et Edgar, et le clan Hillstrand, ont ajouté une profondeur émotionnelle que les fans ont adorée. D'autres équipages comme les frères Keith et Monty Colburn du FV Wizard ont apporté leur propre drame et leur propre cœur à l'écran. À travers eux, un thème constant s'est dégagé: la mer fait des ravages, mais les liens forgés dans la lutte sont éternels. Dans les coulisses, l'US jouait un rôle essentiel. Avec des hélicoptères de sauvetage stationnés à Kodiak et un avant-poste sur l'île Sainte-Paul, il constitue la dernière ligne de défense en cas de catastrophe. Les téléspectateurs ont vu avec effroi et tristesse les gardes-côtes risquer leur propre vie pour sauver des pêcheurs lors de tragédies telles que la perte du FV Big Valley en 2005 et du FV Ocean Challenger en 2008. Original Productions, la société à l'origine de l'émission, a même intégré une équipe de tournage aux gardes-côtes pour filmer ces missions de sauvetage au fur et à mesure qu'elles se déroulent. L'héroïsme de la vie réelle dans sa forme la plus brute.
Une autre raison pour laquelle Deadliest Catch est devenu un tel phénomène culturel est son style de narration. Contrairement à la plupart des émissions de télé-réalité, il n'y a pas d'animateur devant la caméra. Au lieu de cela, la narration est assurée par la voix régulière et emblématique de Mike Rowe, qui fait le lien entre les événements qui se déroulent dans la flotte. Sa narration donne à la série un aspect cinématographique presque documentaire qui rend hommage au courage des pêcheurs plutôt que de faire du sensationnalisme. Pour les audiences internationales comme au Royaume-Uni, Bill Petrie prête sa voix pour guider l'histoire. Sur le plan visuel, les transitions entre les écrans radars et les plans d'ensemble de la mer de Bering créent un rythme harmonieux entre les navires et les intrigues. De l'île St. Paul Island au nord et Dutch Harbor au sud. Deadliest Catch retrace non seulement le dangereux périple de la pêche au crabe, mais aussi celui de l'homme qui se cache derrière. Pourtant, malgré son succès, la controverse a toujours plané à l'horizon. Et quand les ennuis ont fini par arriver, ils sont venus de l'intérieur. Edgar Hansen, l'une des vedettes de longue date de la série, et un membre clé de la famille Hansen, est devenu l'œil du cyclone qui a failli tout faire dérailler. Les retombées ont laissé les fans abasourdis, la production désemparée et l'avenir de la série incertain. L'héritage de Deadliest Catch a perduré contre vent et marée, à travers les tempêtes, les pertes et les scandales, parce qu'au fond, il s'agit d'une histoire de survie. Il s'agit d'hommes qui affrontent la colère de la nature et leurs propres démons liés par la mer qui les met à l'épreuve et les définit. Et même lorsque les vagues s'élèvent et que le monde les regarde avec incrédulité, la flotte continue à avancer, car sur la mer de Bering, s'arrêter signifie couler. Au début, Rowe était censé être l'animateur à la caméra et il est apparu dans des séquences enregistrées en tant que lui-même pendant la première saison de tournage. Étonnamment, vers la fin du tournage de la première saison, Monsieur Rowe a cessé d'être l'animateur à la caméra. Selon Discovery Channel, alors que le tournage de la première saison touchait à sa fin, Discovery a donné le feu vert à la production d'un autre projet de Rowe, Dirty Jobs. Lorsque M. Rowe a rejoint le projet, la condition était qu'il ne choisisse qu'une seule émission pour apparaître devant la caméra. Rowe n'a pas eu d'autre choix que de laisser tomber Deadliest Catch. La plupart des images qu'il a tournées pendant la première saison ont été intégrées à l'épisode sur les coulisses de la première saison. Après la troisième saison de Deadliest Catch, Rowe a commencé à animer une mini-série d'après-saison sur les coulisses de la pêche intitulée After the Catch. After the Catch s'est avéré être une excellente idée, les gens l'ont adoré. Dans cette série, l'émission propose une table ronde au cours de laquelle les capitaines racontent leur expérience du tournage des épisodes de la saison précédente. De plus, comme Deadliest Catch est essentiellement un enregistrement filmé de la vie quotidienne, dans un environnement de travail stressant, les producteurs doivent censurer les gestes et le langage jugés inappropriés pour le public de la télévision. C'est l'une des choses avec lesquelles ils se sont battus en coulisses. Par exemple, dans le cadre du programme US Deadliest Catch est classé TV14 avec un langage inapproprié comme préoccupation majeure. Ils ont failli perdre l'émission à cause de cela, ce qui a incité les producteurs à se concentrer davantage sur le contenu. Pour masquer visuellement des éléments tels que des gestes plus fins, des blessures sanglantes ou l'anonymat de membres de l'équipe non représentés, les producteurs ont eu recours à la pixelisation traditionnelle ou à l'estompage. Cela a permis de travailler sur les gestes. Toutefois, en raison du nombre de grossièretés utilisées au cours des conversations des membres de l'équipe, les producteurs emploient parfois d'autres méthodes de censure, des grossièretés, comme l'utilisation d'effets sonores à la place du traditionnel blip. L'un des facteurs qui ont contribué au succès de la série de télé-réalité est la chanson utilisée. Après la première saison, les épisodes originaux de l'émission ont utilisé la chanson Wanted Dead or Alive de Bon Jovi comme thème principal. Au-delà de leurs attentes, la chanson a permis à la série d'attirer l'attention. Malheureusement, cette attention a été interrompue lorsque le thème a été tronqué et après la saison 11,
son utilisation a été entièrement remplacée. Dans l'émission, les producteurs ont pu explorer la pêche commerciale et ce qu'elle représente. Deadliest Catch était plus qu'une simple émission de télé-réalité destinée à divertir les gens. La série était éducative, ce qui lui a permis d'attirer davantage de téléspectateurs. Aux États-Unis, la pêche commerciale est considérée comme l'un des métiers les plus dangereux. Pour que les gens en prennent conscience, le Bureau des statistiques du travail a classé la pêche commerciale comme la profession présentant le taux de mortalité le plus élevé, avec 141,7 pour 100 000, soit près de 75% de plus que le taux de mortalité des pilotes, des mécaniciens de bord et des bûcherons. C'est ce qu'ils ont fait en 2006. Si la pêche commerciale est considérée comme un métier dangereux, la pêche au crabe royal en Alaska l'est encore plus en raison des conditions qui règnent dans la mer de Bering pendant les saisons de pêche au crabe. Les défis sont donc nombreux. Selon l'épisode pilote de Deadliest Catch, le taux de mortalité pendant les principales saisons de pêche au crabe s'élève en moyenne à près d'un pêcheur par semaine. C'était si dangereux. Ils ont également révélé le taux de blessure des équipages de la plupart des bateaux de pêche au crabe. Il était proche de 100% en raison des conditions météorologiques difficiles et du danger de travailler avec des machines lourdes sur un pont de bateau constamment en mouvement. La pêche au crabe royal en Alaska a fait état de plus de 300 décès pour 100 000 en 2005, dont plus de 80% sont dus à la noyade ou à l'hypothermie. La première saison de la série a été tournée pendant la dernière année de la pêche au crabe royal, de type derby. Si la série voulait sensibiliser les gens au danger de la pêche, elle y est parvenue. D'autres saisons ont été publiées, et selon les rapports, les saisons suivantes ont été fixées après une modification du système de quotas dans le cadre d'un processus connu sous le nom de rationalisation. Dans l'ancien système de derby, un grand nombre d'équipages rivalisaient entre eux pour capturer des crabes pendant une période de temps restreinte. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau système de quotas de pêche individuelle, les propriétaires établis comme ceux de la série se sont vus attribuer des quotas qu'ils peuvent remplir à un rythme plus détendu. En théorie, il est censé être plus sûr, et c'est la principale raison qui a motivé la modification des règles de pêche. Par ailleurs, le passage au système de quotas devait augmenter la valeur du crabe en limitant le marché des crabes disponibles. Un afflux de crabes étrangers a annulé une partie des gains réalisés au cours de la saison 2006. Les dossiers révèlent que le processus de rationalisation a mis de nombreux équipages au chômage, parce que les propriétaires de nombreux petits bateaux ont estimé que les quotas qui leur avaient été attribués étaient trop faibles pour couvrir les frais d'exploitation. De plus, au cours de la première saison du système IFQ, la flotte est passée de plus de 250 bateaux à environ 89 bateaux plus grands avec des quotas élevés. Une autre caractéristique principale de la série était la description de la dure vie en mer, y compris le comportement et les manières des pêcheurs qui étaient engagés dans un mode de vie dangereux avec peu de tolérance pour les performances médiocres ou l'inaptitude. De nombreuses séries ont mis en scène des pêcheurs débutants qui font généralement l'objet de critiques acerbes et parfois de brimades de la part de matelots chevronnés. Dans un cas, un nouveau pêcheur est entré sur la passerelle d'un navire pour réprimander son capitaine pour ce qu'il considérait comme des commentaires injustes, et le pêcheur a été renvoyé dès que le navire est rentré au port. Un autre incident filmé est une bagarre à bord du navire de pêche Wizard, au cours de laquelle un marin novice a donné un coup de poing à un pêcheur chevronné qui avait été victime de harcèlement et de brimade. Une fois de plus, le jeune homme a été renvoyé dès que le navire est arrivé à bon port, ce qui a suscité des réactions mitigées de la part des fans de la série. En coulisses, les producteurs ont dû relever de nombreux défis. Alors que beaucoup voyaient le Deadliest Catch parfait, il en allait tout autrement pendant le tournage. Explorons cela. En coulisses, le tournage des épisodes de Deadliest Catch était une activité dangereuse pour les équipes de tournage à bord des bateaux. Dans les premières saisons, alors que de nombreuses équipes de tournage n'avaient que peu ou pas d'expérience sur les bateaux de pêche au crabe,
elles se sont souvent heurtées à des dangers qu'elles ne rencontraient pas habituellement lors du tournage d'un documentaire. Sig Hansen, capitaine de F over the Northwestern, a raconté à l'animateur Jimmy Kimmel qu'il avait sauvé la vie d'un caméraman lors de la première saison. Ce jour-là, Sig a raconté qu'il avait dû crier au caméraman de s'écarter du chemin quelques secondes avant qu'un pot de crabe de 900 livres suspendu à une grue ne traverse l'espace où se tenait le caméraman. Lors d'un autre incident présenté dans l'émission spéciale Behind the Scenes, un caméraman inattentif s'est fait tomber la jambe par une trappe ouverte sur le pont de l'un des bateaux. Il s'est alors retrouvé involontairement dans le trou, avec 3 côtes cassées, et selon le caméraman, a dû acheter une caisse de bière pour tout l'équipage, comme le veut la tradition sur les bateaux de pêche au crabe. Un autre problème est apparu dans l'émission lorsqu'une bagarre a failli dégénérer entre 2 frères. Ce fut un moment dramatique. Voyons ce qui s'est passé. Les interactions entre l'équipe de tournage et les pêcheurs apparaissent occasionnellement dans la série. Au cours d'un épisode de la 4e saison, le capitaine Keith Colburn a exigé que toutes les caméras soient éteintes lorsqu'il s'est disputé avec son frère Monty. Les caméras étaient éteintes, mais à leur insu, leurs micros sans fil étaient toujours allumés, ce qui permettait aux gens de les entendre clairement. Tout le monde a entendu leur conversation, et l'échange qui s'en est suivi a été enregistré et présenté dans l'épisode. Toujours dans la 4e saison, le capitaine Phil Harris a subi une blessure douloureuse à bord du F over V Cornelia Mary. Il a toutefois demandé au caméraman qui le filmait de ne parler à personne de ses blessures. Il craignait que cela ne gêne sa pêche. Plus tard, Murray Gamreth, membre de l'équipage puis capitaine par intérim, l'a appris. Soucieux de la santé de Phil, il a demandé à un caméraman de le surveiller et de lui signaler tout problème. Ce sont là quelques-unes des choses qui se sont passées en coulisses. Au cours de la 5e saison de l'émission, les équipes de tournage du Northwestern ont été priées de ne pas filmer le membre de l'équipe Jake Anderson, informé du décès de sa sœur, ce que les équipes de tournage ont respecté. Plus tard, le 28 septembre 2010, il a été annoncé que 3 des principaux capitaines de la série, les frères Andy Jonathan Hillstrand et Sig Hansen, ne reviendraient pas dans la série en raison d'un litige initié par Discovery Communications concernant les Hillstrand. Après de longues délibérations, une conclusion s'est imposée. Le 8 octobre 2010, il a été annoncé que les 3 capitaines avaient conclu un accord avec Discovery et qu'ils reviendraient pour la 7e saison. Alors qu'ils étaient tous en train de fêter cela, une tragédie est survenue. Pendant le tournage de l'émission, ils ont perdu l'un des membres de l'équipe. Quoi? C'était une perte tragique. Le 29 janvier 2010, alors que les équipes de la production originale tournent des images pour la 6e saison du F over V. Cornelia Mary, déchargeant des crabes. Sea Opelio à Saint-Paul. Le capitaine Phil Harris, qui s'était auparavant plaint d'être excessivement fatigué, s'est rendu dans sa cabine pour prendre des médicaments contre la douleur et s'est effondré après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Après s'être effondré, il est resté très longtemps dans l'eau. Heureusement, Steve Ward, ingénieur de 2e année, l'a découvert sur le sol de sa cabine. Lorsque Steve l'a vu, il était encore conscient, mais incapable de bouger sa jambe gauche ou sa main gauche. Ward a immédiatement demandé aux fils de Phil, Josh et Jake de venir dans sa cabine pendant qu'il appelait les secours. Selon Tom Bierce, producteur et créateur de Deadliest Catch, Phil a insisté pour que les équipes de tournage continuent à le filmer. Dans une interview, il a déclaré à Kate Ware, rédactrice de Zapdoit: « Comme nous voulons nous souvenir de Phil tel qu'il était, nous voulons nous souvenir de toutes les dynamiques, mais en même temps, le gaz était persistant quand nous faisions cela, disant « Mec, tu dois le faire ». Il faut que l'histoire se termine sur la force et la résilience des liens familiaux, en particulier des liens entre père et fils. Et vous voulez filmer ça, filmez ça. Au cours de l'interview, Bierce a également indiqué qu'il avait respecté les souhaits de Phil et qu'il avait continué à filmer,
alors que Harris était transporté par avion à Anchorage en Alaska. C'est là que les médecins ont pratiqué une opération d'urgence du cerveau pour soulager la pression qui s'accumulait dans la voûte crânienne et éviter d'autres lésions cérébrales. Phil a passé 11 jours aux soins intensifs avant de succomber à des complications de son accident vasculaire cérébral, le 9 février 2010. Le décès de Phil a ébranlé tous les membres de l'équipe et il leur a été difficile d'accepter que leur Phil bien-aimé était parti pour toujours. Lors de ses funérailles, la fanfare Soul Rebels a interprété un enterrement jazz de style Nouvelle-Orléans dans l'émission After the Catch. Outre ces moments douloureux, la production a également été assez mouvementée. Selon Discovery Channel, l'émission spéciale sur les coulisses a permis de mieux comprendre comment le programme a été produit. Une équipe de télévision de 2 personnes vit sur chaque bateau présenté et il a fallu dépenser énormément d'argent pour les caméras. Ils ont utilisé des caméras HDV Sony HVR Z5U et HVR Z7U portatives pour tourner la majeure partie de la série. L'une a été filmée sur le pont principal et l'autre dans la timonerie. En outre, des séquences supplémentaires ont été fournies par 4 caméras fixes qui ont été installées en permanence autour du navire et qui enregistrent en permanence. Pour obtenir des prises de vue à l'extérieur du bateau, les producteurs ont dû faire appel à un hélicoptère pour les séquences près du port et à un caméraman sur un bateau de poursuite. C'est ce qui s'est passé dans la saison 1, lorsque le principal bateau de poursuite était le F-Overvie Time Bandit. L'équipe a également eu recours à des caméras sous-marines, dont une attachée à un casier à crabe, pour obtenir une vue du casier en train d'être récupéré au cours de la saison. 2 et une autre montée sur une embarcation submersible à partir de la saison 3. En outre, le tournage de l'émission spéciale derrière l'objectif de la saison 9 présente 2 autres méthodes de tournage, notamment des plongeurs à proximité des bateaux. Ils sont restés au fond du port de Dutch Harbor pour le départ de la flotte de pêche au crabe royal. La deuxième méthode utilisée a consisté à faire venir un hélicoptère équipé d'une caméra à tourelle ventrale pour filmer la scène. Il s'agit du même hélicoptère que celui qui a été utilisé pour filmer les scènes de Skyfall. Le son a été enregistré à l'aide de microphones sans fil portés par les pêcheurs et de micro-canons fixés aux caméras. En raison du manque de place sur les bateaux, les équipes n'ont pas de mixeur audio à bord. Lors de la post-production audio, l'équipe tente d'utiliser les sons réels qui ont été enregistrés sur les bateaux. Bien que l'équipement soit soigneusement imperméabilisé, les caméras sont régulièrement endommagées par la corrosion, la glace et les accidents. Le capitaine Sig Hansen du F-Overvie Northwestern sert de conseiller technique au producteur de la série Edgar Hansen et ses problèmes. Lorsqu'Edgar Hansen a rejoint la série, différentes spéculations ont circulé à son sujet. Certains pensaient qu'il préparait un mauvais coup et que sa présence dans l'émission lui vaudrait des ennuis. Étonnamment, leurs spéculations se sont révélées exactes, car Edgar s'est retrouvé dans un sacré pétrin, un énorme pétrin. Alors qu'il était encore dans l'émission Deadliest Catch, Edgar a été arrêté par la police pour avoir eu des rapports sexuels forcés avec une adolescente. C'était un grand désordre. Personne n'y a cru au début. Beaucoup pensaient qu'il avait été piégé, mais ils ont été déçus lorsqu'Edgar a plaidé coupable du crime. Cependant, au lieu de conclure un accord avec les procureurs du comté de Snohomish, il n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement. Lorsque l'accusation a été portée contre lui, des enquêtes ont été ouvertes, et après qu'il a été reconnu coupable, il a été traduit en justice. Selon les documents judiciaires obtenus par le Seattle Times et publiés, Edgar a été condamné à une peine de 364 jours de prison avec sursis. En outre, il a été condamné à payer des amendes et des frais de justice d'un montant de 1 653 $, ainsi qu'à se soumettre à une évaluation et à un traitement de la déviance sexuelle. Toutes ces mesures ont été prises pour le contrôler. Lorsque les gens ont entendu parler de ces crimes, ils ont été furieux.
et Deadliest Catch a failli être affecté par tout cela. Les téléspectateurs de Deadliest Catch connaissaient Edgar comme le chef de pont du Northwestern. C'est lui qui a fait naviguer un crabier de Seattle dans la mer de Bering. Il l'a fait avec Sig Hansen. Sig Hansen et lui sont devenus célèbres grâce à leur rôle dans la série Discovery Channel. Au fil des saisons, Edgar Hansen apparaît moins souvent que Sig Hansen, le capitaine de l'émission. Avec cette grande notoriété, l'annonce du crime d'Edgar a brisé bien des cœurs. Ses fans lui en voulaient. La situation s'est encore aggravée lorsque sa victime a parlé du traumatisme qu'elle avait subi. Selon une déclaration sous serment déposée auprès du tribunal de district du comté de Snohomish, la victime d'Edgar, une jeune femme de 16 ans identifiée comme Jane Doe, a déclaré à son thérapeute que l'incident l'avait affectée mentalement. Elle a également raconté avec douleur comment Edgar avait perpétré le mal le 30 septembre de la même année. Elle a ajouté que les faits s'étaient déroulés dans une maison à Mount Lake Terrace, dans l'État de Washington. Plus tard, Edgar a reconnu son crime. Il a déclaré qu'il avait intentionnellement embrassé et touché la victime sans sa permission. Quand Edgar l'a admis, on a vu qu'il avait des remords, et cela a un peu calmé la foule en colère. Selon le Seattle Times, Edgar a déclaré dans une déclaration manuscrite « Après tous les commentaires, le Hollywood Reporter a contacté Discovery Channel pour obtenir des commentaires, mais ils n'en ont pas eu. Peu à peu l'incident s'est estompé et les gens l'ont oublié. Examinons la participation d'Edgar à l'émission. Dans l'émission Deadliest Catch, le nom de famille Hansen était l'un des noms les plus connus. D'après les archives, la famille Hansen a été mise à rude épreuve tout au long des 20 saisons de l'émission. Depuis le début de l'émission, Sig Hansen, le frère d'Edgar, a été l'un des principaux visages de l'émission. Grâce à l'influence de Sig, il était facile pour les autres membres de la famille Hansen de se faire connaître. Lors d'une interview accordée au Herald Tribune, en 2013, Edgar Hansen a fait part de faits intéressants concernant sa famille. Il a révélé que son père pêchait depuis les années 1940 après avoir émigré de Norvège. Selon lui, son père a économisé pour acheter le Northwestern en 1977. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Northwestern revêtait une grande importance pour la famille Hansen. Il a été obtenu grâce au travail de leur père. Le Northwestern s'est avéré utile car l'intrigue de Deadliest Catch tournait autour du maintien du nom de la famille Hansen sur le Northwestern. Entre sa nièce Mandy Hansen et ses frères Edgar et Norman Hansen, l'émission Deadliest Catch allait permettre de voir qui reprendrait l'entreprise familiale. Tout le monde pensait que Sig Hansen prendrait la relève jusqu'à ce qu'Edgar rejoigne l'émission. Dès son entrée dans l'émission, la position et l'influence de Sig ont été menacées. Il a été considéré comme un personnage fort et un ajout à la série. Cependant, avant de rejoindre la série, Edgar était membre de l'équipage du Northwestern depuis près de 30 ans. Il aime la pêche et a été un fan de courses de bateaux. Presque toute sa vie, il a été en mer. Comparé à l'énigmatique Sig Edgar, est un peu plus réservé et décontracté, même s'il a l'esprit vif et l'humour pince sans rire. Cela a permis d'équilibrer et de diversifier les personnalités sur le navire. Tout au long des 14 premières saisons, la question de savoir si Edgar continuerait la série ou non ne se posait pas. À ce stade, il était devenu un élément majeur de l'intrigue de la série. C'est à ce moment-là que des rumeurs ont commencé à se répandre, selon lesquelles il prendrait la tête de Northwestern. De manière inattendue, Edgar a disparu de l'émission. Avec sa disparition, le flambeau a été transmis à sa nièce Mandy Hansen. Tout le monde savait qu'Edgar était l'homme idéal pour ce poste, mais sa disparition a donné à Mandy l'occasion de le faire. Si beaucoup se sont d'abord opposés à cette décision, ils l'ont ensuite comprise en raison d'une action qu'il a entreprise en dehors de l'émission. Tout le monde a décidé de laisser Mandy assumer les responsabilités. Pendant qu'Edgar participait à l'émission, il a eu sa part d'expérience tant douce que douloureuse. Lors d'une interview, Edgar a raconté qu'avant de rejoindre l'émission, il avait passé du temps dans la saison. Et il a eu beaucoup de belles histoires qu'il souhaitait partager avec tout le monde. Il a notamment raconté comment,
Alors qu'il coupait lui-même ses appâts, il s'est ouvert le bras en mer. La douleur était telle qu'il s'est sectionné les tendons jusqu'à l'os. Ce fut un moment douloureux pour lui. Lorsqu'il a raconté l'histoire, il a éclaté de rire, comme s'il s'agissait d'un insigne d'honneur. Si Edgar a ri de l'incident, son frère, lui, ne l'a pas trouvé drôle. Selon Sig, voir son frère souffrir n'était pas amusant. Par-dessus tout, il a dû perdre du temps de pêche pour emmener son frère en ville afin de le faire réparer. Lorsque son frère lui a raconté cela, Edgar a admis que c'est à ce moment-là qu'il a compris que pour Sig, le bateau était une priorité. Cela a affecté leur relation à plusieurs reprises. Selon Edgar, il s'est souvent retrouvé à échanger des mots avec ses frères et sœurs, en particulier avec Sig. Au cours de la saison 9, Edgar a été vu assis dans le fauteuil du capitaine en train de fumer une cigarette et Sig est entré. Lorsqu'il est entré, il a reproché à Edgar d'avoir marqué des crabes bleus. Leur relation était si mauvaise que Sig profitait de chaque occasion pour insulter Edgar. Une autre occasion s'est présentée lorsqu'Edgar s'est mis en travers de la route après avoir discuté du quota dont il disposait. Au lieu d'écouter Sig, Edgar a voulu diriger le bateau pour le crabe bleu. Cela a conduit à une dispute entre les frères et Sig s'est assuré de le rabaisser à nouveau. Leur petit échange s'est transformé en coup de gueule et leurs émotions se sont déchaînées. Les choses se sont envenimées lorsque Sig a évoqué la sobriété d'Edgar dans la conversation. Il a évoqué de nombreux incidents passés rappelant à Edgar que le bateau passait avant la famille. Beaucoup de gens pensaient qu'Edgar était le seul mauvais élève de l'émission, mais c'est un gros mensonge. En coulisses, Deadliest Catch a dû faire face à de nombreuses controverses et scandales au fil des ans. Entre les procès, les arrestations et autres, les actions hors caméra ont compliqué le déroulement de l'émission. Il devait nettoyer beaucoup de dégâts chaque jour. En 2010, Matthew Schneider a été l'une des 18 personnes arrêtées lors d'une saisie de substances illicites. Ce jour-là, il a été pris dans un gigantesque coup de filet opérationnel lancé par la police de l'Alaska. À part lui, Nick McGlashan était un autre grand casse-tête de l'émission. C'était le jeune membre de l'équipe qui était passionné par son travail, mais qui a ensuite succombé à la toxicomanie. Après avoir été pris en flagrant délit, il a également perdu son emploi. Malheureusement, 3 ans plus tard, Nick est décédé d'une overdose. De même, le capitaine du navire de pêche Maverick Blake Painter a été retrouvé mort en 2018 à la suite d'une apparente overdose. Selon les rapports, Painter n'est apparu que pendant les 2 premières saisons de l'émission. En 2011, Justin Tennyson, matelot du bandit F. Overvee, est décédé dans sa chambre d'hôtel. Après avoir regardé ce reportage, que pensez-vous de l'émission? Pensez-vous que la punition d'Edgar Hanson était trop clémente? Que pensez-vous de la relation entre Sig et Edgar Hanson? Laissez vos commentaires dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos affichées sur votre écran.